Bonjour à tous, on se retrouve pour la suite d'une trilogie de vidéos. Celle-ci qui est la seconde, il s'agit des flops, et je vous renverrai du coup à la troisième qui sera les films qui n'ont pas réussi à se classer ni en top ni en flop pour différentes raisons, pas forcément que des raisons de qualité d'ailleurs. Voilà, donc on commence les flops 2018. Je ne l'ai pas précisé pour le top, mais évidemment c'est complètement subjectif, c'est par rapport au film qu'on a vu mon frère et moi cette année. C'est par rapport à nos attentes personnelles évidemment, et c'est pour ça d'ailleurs que c'est un film par exemple que j'aurais plus mis en top que j'ai pas mis parce que mon frère n'était pas d'accord ou qu'on a des avis contraires, enfin voilà. Donc ça dépend des avis de chacun évidemment, et voilà, c'est pas parce qu'il y a un film que vous avez aimé que l'autre en flop que c'est forcément une catastrophe. On n'est pas là pour faire la police, vous devez aimer ça. Et petite mention au passage, vous ne trouverez pas dans toutes ces listes de films, des 3 vidéos, on ne parlera pas des comédies françaises poison, que sont celles de Christian Clavier ou ce genre de films là, parce que on n'aime pas se faire du mal en fait. Moi j'aime pas aller voir un film que je sais être nul, donc voilà, j'ai pas envie de me faire du mal là-dessus, et j'ai pas envie de promouvoir ce genre de cinéma, c'est pas intéressant, tout ce qui a été dit, tout ce qui avait à être à dire dessus a déjà été dit. Voilà, donc j'ai rien à dire de plus que ce qui a été dit en boucle sur la dangerosité de ces films-là, sur le fait qu'ils se moquent des minorités contre ces minorités et pas avec eux, ce qui pose problème, enfin voilà, bref, le racisme omniprésent dans ces films-là, tout ça. On va pas aborder ça ici, ça n'a pas le sujet et on n'en parlera aucun de ces films-là, qui n'empêche pas qu'il y ait des films français quand même. Parce que voilà, le cinéma français propose parfois des bons trucs, mine de rien, malgré la réputation qui se paye malheureusement. Voilà, donc c'est uniquement les films que l'on a pu, que l'on a voulu ou qu'on a été amené à voir pour X raisons qui sont là-dedans. Donc on commence le flop tout de suite. En 10e position, Ready Player One, sorti le 28 mars 2018, réalisé par Steven Spielberg. Ce film raconte l'histoire d'une oasis qui est un monde virtuel dans lequel se réfugiaient du coup les personnes vivant dans ce monde-là, donc c'est dans le futur, parce que le monde réel est ennuyeux, il n'est pas agréable et que tout le monde vit ainsi dans des bidonvilles. Sauf que l'inventeur du coup qui s'appelle Hallyday de l'Oasis meurt et il laisse ce qu'ils appellent un Easter egg qui n'est pas un Easter egg. Voilà, dissimulé dans le jeu, et celui qui parvient à le trouver aura droit de diriger son entreprise et donc de diriger l'Oasis, de devenir maître de l'Oasis, donc équivalent de maître du monde vu le contexte. Pendant de là, un garçon décide de se lancer dans cette quête-là en trouvant un peu par hasard le premier indice qui mènera aux autres indices. Ce film a 20 ans de retard. Il est cool et tout, hein, mais voilà, ça va pas plus haut que ça. Et je pense que s'il était sorti dans les années 80-90, il aurait pu devenir culte très facilement. Sauf que ce genre de film, à part jouer sur un corps de nostalgie ou sur le fanservice qui commence à être très abusif, il apporte pas grand chose. L'écriture, le scénario est classique, il n'y a rien d'original, il y a au contraire des incohérences. Par exemple, le méchant est extrêmement maïkéen, on a un personnage de fille qui passe le truc à dire non mais si tu me voyais en vrai, tu serais dégoûtée parce que je suis affreuse, je suis complètement défigurée, et quand tu la vois en vrai, elle a un grain de beauté, enfin une tache de naissance qui la défigure absolument pas. Il y a plein d'incohérences comme ça. La première indice qu'il trouve, me dites pas qu'en 5 ans personne ne l'a trouvé, hein. Même moi, en n'étant pas grande adepte des jeux vidéo, rien qu'avec mon frère quand on était plus jeune et qu'on jouait à Mario Kart, on a déjà tout tenté les possibilités du jeu en sortant des terrains, en cherchant des raccourcis, en embêtant les gens quand on jouait en ligne, en se mettant à travers les endroits où les passages étaient très petits pour faire des rage clips parce que ça nous faisait très marrer, voilà, on était des connards. Mais voilà, bref, tout ça pour dire que n'importe qui, en fait, même la personne la moins expérimentée en jeu vidéo, pense à faire n'importe quoi au bout d'un moment dans un jeu vidéo en fait. Donc, la première clé qui se trouve uniquement en roulant en arrière dans le premier niveau, mais il y a 5 ans personne n'a fait ça, sérieusement. Enfin bref, il y a plein de problèmes comme ça. Le seul passage qui vaut le coup d'œil, qui est vraiment cool, c'est celui de Shining, qui est absolument énorme. Et encore une fois, ça me fait poser des questions de savoir si je l'ai aimé parce que ça rappelle Shining et du coup, Shining est quand même un bon truc, quoi. Les thématiques, le visuel et tout est magnifique, notamment dans ce passage-là, donc voilà. Tout vient tous les clés et l'easter egg qui n'est encore une fois pas un easter egg. Bref, il y a beaucoup de choses à en dire dessus. Les références sont faites de façon abusive, je veux bien, enfin... En fait, c'est pas tellement leur présence, parce que... Par exemple, tu as la scène où tu vois le Joker et Harley Quinn, où là ça passe, c'est sympa, enfin voilà, parce qu'ils appuient pas dessus, ils sont là, tu les vois 5 minutes même pas, ils ont pas vraiment de dialogue, ils sont là, c'est tout.
Par contre, t'as d'autres éléments où t'es en mode oh, mais c'est ça, c'est qui correspond à ça. Oh, mais ça, c'est la moto d'Akira. Oh mon dieu, c'est la voiture de Retour vers le futur. Enfin, et du coup, ça t'appuie là-dessus, ça que ce soit utile en fait. Donc ça te vient, tu fais un service lourd. On va s'arrêter là, il y a plein de choses qui vont pas. Faudrait une vidéo entière pour mettre tous les points. Je vous encourage à voir celle de l'Icarion que je vous mettrai là, si j'y pense, qui a fait une vidéo assez complète sur le sujet et je n'ai pas grand chose à rajouter. Je suis pas forcément d'accord sur tous les points qu'il énonce, mais dans son ensemble je suis assez d'accord avec lui et voilà, et je vois pas ce qu'il y a à rajouter de plus. Bref. Numéro 9, Ant-Man et la guêpe, sorti le 18 juillet 2018, réalisé par Peyton Reed. Je laisse du coup mon frère vous parler. Salutations. Alors, comment dire? Vous voyez, il y a des défauts dans le cinéma Marvel Cinematic Universe. Ah, vous êtes d'accord? Attends, difficile d'être contre. Eh ben, les défauts sont accentués en fois mille. Il y a des incohérences, mais complètement énormes. Enfin, ils se font genre, oui, on est vachement intelligent, on fait la physique quantique. Alors, je veux bien qu'on puisse ne pas comprendre, enfin, qu'on se serve comme élément magique, comme dans les années 80, c'était l'informatique, qui faisait tout et n'importe quoi. On pensera notamment aux satellites dans Superman 3, qui permettaient de changer la météo. Mais il y a quand même, c'est très fort, il y a des immeubles miniatures qui se transportent en mode valise. Et après, quand tu rentres dedans, le truc, tu te dirais, mais putain, mais attends, c'est-à-dire que le mec qui va se pencher contre, qui va s'appuyer contre l'immeuble, il va tout faire brûler. T'as aucune cohérence dans la physique même. La grosse majorité des choses sont complètement débiles. Mais débiles, même des points où genre, oh oui, bonjour, j'ai survécu 40 ans dans cet univers parallèle où il n'y a pas de nourriture. Ah oui, mais après, hein, c'est normal parce que c'est un univers parallèle. C'est logique. Surtout qu'on est dans une combinaison qui est censée justement enlever les effets de cet univers. Du coup, elle devrait logiquement avoir faim. Il n'y a pas de conneries comme ça, des trucs profondément cons. Toi, si tu es dans la neige, tu vas crever de froid. Enfin bon, un film à chier quoi. Il y a rien à dire. Ouais, quand tu es dans la neige, tu perds de la vie. Voilà, sinon, parce qu'en fait, ton personnage est froid. Numéro 8, Greatest Showman, que je dois massacrer d'ailleurs un titre. Sorti le 24 janvier 2018, réalisé par Michael Creasy, avec Hugh Jackman et Zac Efron dans le casting principal. Ce film déjà pose des problèmes éthiques, un peu comme Bohemian Rhapsody, pas pour les mêmes raisons cependant, parce que il te glorifie un gars qui était donc Barnum, qui a donné d'ailleurs son nom au fameux effet Barnum, en te le présentant comme un homme vachement altruiste qui s'occupait des personnes handicapées ou des personnes mal formées, en mode il était vachement en avance sur son temps et tout ça, alors qu'en vrai tu sais qu'il les a exploités de façon le plus de pognon possible. Donc c'était vraiment pas un ange. Il a abusé beaucoup de personnes, bref, c'est pas un mec recommandable. Ils auraient fait le même film, je pense, avec un mec qui sort de nulle part, qui sortirait de la fiction, c'est faux. Je pense que je l'aurais accepté, qu'on serait nombreux à l'avoir accepté. Ça aurait pas enlevé les autres problèmes, donc il y a quand même à venir après. Mais déjà, rien que partir du principe que tu fais un biopic sur un mec qui est détestable à souhait, qui a fait des jeux assez dégueulasses, pour le glorifier et montrer à quel point il était génialissime en mentant allègrement, c'est quand même un peu limite. En dehors de ces questions-là, il soulève d'autres problèmes. Par exemple, la musique, hein, qui est une comédie musicale, donc en principe, le plus important c'est la musique. Les chansons sont pas terribles, hein, et elles sont pas du tout inventives, elles ont du retard comparé à ce qu'on fait aujourd'hui. Par exemple, si on compare ça à La La Land, c'est pas à la hauteur quoi. La première chanson, moi je l'aime beaucoup par rapport au timbre de voix de Hugh Jackman qui est un peu oh, trop génial. L'écriture est très bancale, tu te mets vent vraiment. Il y a des moments qui sont longs, je pense notamment aux fameuses chansons du rêve, tout ça. Il y a une équivalence du troisième acte des comédies romantiques aussi. Bref, tu t'en fous quoi, t'es pas dedans, tu n'es pas investi dans les personnages, tu n'es pas investi dans l'histoire, tu t'en fous vraiment. Numéro 7, Tomb Raider, sorti le 14 mars 2018, réalisé par Howard Dog of Dog, avec Alicia Vikander dans le rôle titre. Bon déjà, Alicia Vikander, moi je l'aime beaucoup dans ce Tomb Raider là. Je trouve que ça y va bien, voilà, c'est une très bonne actrice de toute manière qu'on ne présente plus, qui a joué dans Ex Machina. Dans Tomb Raider raconte l'histoire de Lara Croft qui suit les traces de son père pour empêcher une société secrète d'obtenir une sorte d'artefact capable de détruire le monde. Grosso modo c'est ça. Sauf que ce film se prend extrêmement au sérieux, qu'il est lambda. C'est un énième adaptation de jeu vidéo raté en fait, ce qui est dommage. J'aurais bien aimé le voir réussir parce que
Les jeux vidéo Tomb Raider, les derniers jeux vidéo Tomb Raider, je les apprécie énormément pour le côté intéressant qu'ils apportent. Entre le jonglage, entre le côté archéologue et archéologie, recherche, tout ça, et le côté survival, ajouter un côté mythologique et fantastique finalement, vu qu'on retrouve, parce qu'on retrouvait dans Lara Croft des malédictions, de la magie, ce genre de choses. Du coup, voir une Tomb Raider qui allait être en mode survival, je trouvais ça vachement intéressant. Sauf que le mode survival, ben, il n'y est pas, c'est gratuit, c'est du repompage du jeu vidéo qui n'est pas justifié, qui ne fonctionne pas. Et la meilleure scène d'action, c'est une course-poursuite en vélo dans l'ombre. Bravo! Bravo film, vraiment. Un film Tomb Raider dans la meilleure scène d'action, c'est un truc en vélo, mais ça craint, enfin posez-vous des questions quoi. Donc voilà, pas grand chose à dire, très ennuyeux, très oubliable. Ils n'assument pas leur côté parfois mystique ou ce genre de choses. Par exemple pour l'artefact, il faut qu'ils t'expliquent scientifiquement comment ça peut fonctionner. En fait, je passe un meilleur moment devant les nanars que sont les films avec Angelina Jolie parce que ils sont, enfin, je sais pas à quel point ils se prenaient au sérieux quand ils ont fait ces films-là, mais clairement, c'est tellement nanardesque en fait que ça te met de la distance et que ça rend ça drôle. Là, dans ce film-là, t'as même pas ce côté divertissement en fait. Numéro 6, Solo, de Star Wars Story. Sorti le 23 mai 2018, réalisé par Ron Howard, qui est le réalisateur de Da Vinci Code par exemple, avec Woody Harrelson dedans, Emilia Clarke. Ça va être compliqué. Je pense de toute manière que tout le monde va le mettre dans leur flop. De toute manière, c'est couru d'avance. Et ce film est tellement mauvais. Mais j'aime Star Wars, vraiment, mais là, non. Je crois que tout le monde s'accorde à dire qu'il est mauvais en plus. Il n'y a rien qui va dans ce film, genre rien. De l'écriture, du scénario, du truc, du montage, de la réalisation, il n'y a rien d'intéressant dans la réal. L'acteur principal qui est censé remplacer Harrison Ford, donc déjà, en tant qu'acteur, on te dit que tu dois remplacer Harrison Ford, bon courage. Déjà, c'était pas gagné d'avance. Mais en plus, ils ont pris un acteur qui a aucun charisme. C'est quand même la base quand tu veux remplacer Harrison Ford dans un film par quelqu'un d'autre. Tu prends quelqu'un qui a du charisme. L'acteur a été tellement mauvais qu'ils ont été obligés d'arrêter le tournage pour lui donner des cours de comédie pendant le tournage. Il fait des blagues, il tente de créer des origin story, mais elles sont nazes. Genre la rencontre avec Chewbacca est naze. L'histoire de pourquoi il s'appelle Han Solo, sérieusement les gars, vous avez pas trouvé mieux. Mais est-ce qu'on a besoin de savoir pourquoi le héros s'appelle Han Solo? Est-ce qu'il y a besoin d'expliquer ça vraiment? Enfin, vous pouvez pas vous dire que il a eu ce nom tout simplement, que c'est son nom. Je passe de passages qui sont extrêmement nuls, mais nuls au point que ça en devient drôle, donc nanardesque réellement, à des passages où il se passe de pas ainsi, mais où l'action est tellement lente, le montage tellement inexistant, tellement random, que tu t'ennuies. Je me suis ennuyée devant alors que c'est Star Wars quoi. Même les plus mauvais Star Wars, même l'épisode 1 de Star Wars qui est vraiment l'un des plus mauvais, bah tu t'ennuies pas devant quand même. T'as quand même du divertissement, t'as quand même de quoi voir, t'as quand même de quoi t'occuper. Malgré tout ce qu'on peut dire de cet épisode-là. Mais celui-là, mais non quoi. Même pas, tu t'ennuies devant, jamais tu t'ennuies devant Star Wars normalement, même quand il est mauvais. Numéro 5, The Predator, qui est sorti le 17 octobre 2018, réalisé par Shane Black. Il n'y a rien qui va non plus là-dedans. Il est très mal écrit, très mal réalisé. Le découpage est assez merdique également. Le jeu des acteurs... Un gros prédateur raconte l'histoire du coup d'un prédateur qui débarque sur Terre pour une raison un peu obscure et qui décide de pourchasser une cible qui se fait lui-même pourchasser par un autre prédateur. En gros. Et c'est pas terrible, hein. Je crois que c'est un des prédateurs les plus gore qu'ils aient fait. Le gore marche extrêmement bien, l'horreur visuelle marche bien. Mais il ne fait pas peur, tu ne crains pas les prédateurs. Il est stupide. Tous les personnages de ce film ont été créés pour qu'ils aient un handicap mental quel qu'il soit. Ça apporte rien à part faire des blagues, ce qui ne sert à rien. Le principe du prédateur est mauvais, il y a des incohérences dans le film même. Par exemple, t'as un prédateur qui a la vision du masque, mais sans masque. À quel moment? Comment c'est possible? Vous m'expliquez là? Je vois pas l'intérêt en fait de ce film, vraiment pas. Je vais juste dire un mot à propos du traitement du garçon autiste, parce que pour ceux qui ne savent pas, il y a un garçon autiste dans ce film. C'est un des rares bons points du film, parce qu'il est bien traité. Bon, t'as toujours les mots maladies, tout ça, voilà. Paradoxalement, il traite mieux l'autisme que Monsieur Je sais tout par exemple. Bon, par contre, les caractéristiques de l'autisme du garçon qui sont exploitées et qui sont assez bien exploitées dans l'ensemble, c'est quand ça arrange bien, hein. Par exemple, ils te mettent en place l'hypersensibilité sensorielle.
ce qui est assez rare pour être mentionné. Sauf que des fois le garçon se retrouve en pleine scène de bataille ou de combat et il arrive à traverser par exemple un champ de bataille sans faire de crise ou un truc, ce serait clairement impossible. Bref, donc ça arrange bien, quand ça arrange bien le scénario, les traits aussi disparaissent un petit peu, voilà. Concernant l'objectif des prédateurs, sérieusement, même moi qui prends la neurodiversité, j'aurais pas osé. Mais vous oubliez que c'est un handicap en fait, ou comment ça fonctionne. Certes, il y a des bons points, mais il y a aussi des côtés négatifs à être autiste, hein. Il y a un handicap de base. C'est bien, c'est un handicap dans beaucoup de choses. Mais what the fuck, c'est ridicule. Et c'est très drôle d'ailleurs quand ils annoncent l'objectif du prédateur. Franchement, j'ai éclaté de rire quand j'ai vu ça. 4. Rampage, hors de contrôle, 2 mai 2018, réalisé par Brad Payton. Et encore une fois, comme je ne l'ai pas vu moi, je vous laisse mon frère en parler de lui-même. Bon, ça va être très simple pour faire la critique, ça va être très très rapide. Vous regardez la bande-annonce, vous savez à quel point le film est con. Ce film est un vrai nanar qui a eu du budget pour sortir au cinéma. Rien de plus à ajouter, c'est à chier tout simplement. Créature mutante. Mais sérieusement, vous croyez vraiment que ça fera un bon scénario? Encore vous direz dire, oui mais c'est pas le scénario qui compte. Ouais mais déjà que le scénario soit positif, j'ai envie de dire, si déjà il y a des incohérences, genre avec le gorille qui a un comportement complètement con pendant tout le film, et il est incohérent en faire lui-même, c'est bon. Ce film est juste nul, c'est un nanar, regardez la bande-annonce, vous saurez vous-même déjà que le film est à chier. Allez, film suivant. 3. Paranoia, sorti le 11 juillet 2018, réalisé par Steven Soderbergh. Donc Paranoia raconte l'histoire d'une femme qui se retrouve internée de force dans un hôpital psychiatrique, qui se pense être sujette à un mec qui la harcèle et qui l'a retrouvée dans l'hôpital, en gros. Sauf que tu sais pas si c'est réel, si c'est un fantôme, si elle imagine ou que justement ça n'est pas paranoïaque. L'intérêt de ce film, l'un des seuls intérêts de ce film, c'est qu'il est tourné à l'iPhone. Technologiquement c'est intéressant. Pour le reste, en tout cas pour moi, je ne suis pas du tout rentrée dedans, j'ai eu du mal à le finir, mon frère ne l'a pas fini et je suis pas rentrée tout simplement dedans. Qui est très long, que le rythme n'est pas là, donc c'est pas vraiment un film qui a matché pour nous en fait. Ouais. Même le côté intéressant de l'iPhone n'est pas possède des défauts, donc c'est vraiment un des films qu'on a le plus détesté cette année, vraiment. Numéro 2, Action et Vérité, sorti le 2 mai 2018, réalisé par Jeff Wadlow, qui est le réalisateur de Kick-Ass 2. Pourquoi Qui raconte l'histoire, alors comment résumer ça, d'une bande d'ados un peu débiles qui se rendent en vacances au Mexique, je crois, et qui tombent sur une urne maléfique que l'un des ados va casser ou va ouvrir, je sais plus. Et du coup, l'entité dedans va s'amuser à les troller et à les buter les uns après les autres. Surtout les troller en fait, c'est ça qui est marrant, qui est déprimant. Et ce film est un nanar, mais vous imaginez même pas à quel point. Alors déjà, commençons vite. Effets spéciaux foireux. Après, sinon, qu'est-ce qu'il faut? Ah oui, le démon qui fait des pranks. C'est littéralement ça, le démon, il prank les autres personnages. Le concept en soi, moi je le trouve trop bien. L'idée qu'on fasse un Action et Vérité qui tourne mal au point que c'est en train de mort, ça pourrait faire l'épisode de Black Mirror par exemple. Ça pourrait être vachement intéressant. Là, ça se concentre sur des histoires d'adolescents stupides. Déjà, des personnages qui sont insupportables tous. Sont des clichés ambulants. Tu attends que chaque personnage crève de la façon la plus horrible possible pour te foutre de leur gueule. En fait. Vraiment, c'est un film qui repose sur le fait que je me fous de la gueule du personnage. Il y a l'histoire. Oh là là, tu m'as trompé, mais moi j'aime Michel, mais Michel ne m'aime pas. C'est le cliché du film d'horreur, vraiment, comme on peut plus avoir des films d'horreur comme ça aujourd'hui. Surtout avec James Wan qui a cassé tout ça, tu peux plus. Et si vous avez rien d'autre à faire, un soir, entre potes, prenez quelques bières et allez le regarder. Voilà. Vous allez passer un bon moment devant. Vous attendez pas quoi que ce soit avec. Vous n'allez pas avoir peur avec. Mais c'est vraiment une des pires daubes cette année. Voilà. On va dire, il était pas loin d'avoir la première place. Hein. Numéro 1, Darkest Mind, sorti le 8 août 2018, réalisé par Jennifer Hugh Nelson, qui est un film du coup américain d'adaptation de roman jeunesse. Ça va être compliqué. Donc il raconte l'histoire d'un monde un peu futuriste, pas très éloigné de nous non plus, où les enfants et ados, enfin en tout cas tous ceux qui n'ont pas la majorité, attrapent une sorte de maladie ou de virus, et du coup meurent, et les rares qui survivent développent des capacités, étant rangés en différents types, sauf que les différents types sont absurdes.
Tu as des catégories de personnes intelligentes. C'est comme des films clichés que l'on peut voir certaines fois, je pense notamment à des films sur l'autisme, où on te montre l'intelligence des persos parce qu'ils sont doués aux échecs ou parce qu'ils savent faire des calculs phénoménaux. Mais l'intelligence, ça se résume pas à faire des maths en fait. Il y a d'autres formes d'intelligence déjà. Puis c'est tellement subjectif l'intelligence que... Enfin, il y a tellement de formes d'intelligence possibles que dire un tel est intelligent parce qu'il fait des maths, ça rend pas ton personnage intelligent en fait. Ça rend ton personnage comme ayant des capacités sur quelque chose et d'être doué en quelque chose, ce qui ne fait pas de lui forcément un personnage intelligent en fait. Les capacités, encore une fois, scolaires sont différentes d'autres capacités, d'autres intelligences qui ne sont justement pas scolaires. Et le classement est absurde parce que le classement déclare que les personnes les plus dangereuses sont celles qui ont des pouvoirs psychiques. Sauf que un mec qui peut te faire de la télékinésie ou qui peut t'allumer, faire du feu par exemple avec ses mains, bah je suis désolée mais il peut te buter autant que le mec qui contrôle ton esprit en fait. Enfin, c'est du même niveau de dangerosité finalement. Par exemple, un très bon exemple de ça, c'est la série Heroes. Bennett qui traque des tueurs avec des capacités, du coup des pouvoirs, des heroes, avec l'aide de Sagar. Et en fait, ils pourchassent des mecs qui sont classés en tant que dangereux parce que ces mecs-là sont dangereux parce que c'est des tueurs de base, donc c'est des mecs mauvais de base, qu'ils aient pouvoir ou pas pouvoir. Le fait qu'ils aient des pouvoirs leur ajoute plus de capacités et leur permet de faire plus d'horreur simplement. Et tu vois des mecs qui ont des capacités de contrôle mental, je pense par exemple au type qui a le pouvoir de marionnette, autant que le mec qui fait des vortex, qu'un autre gars qui a la capacité, je sais plus de capacité qu'il a, mais par exemple celui qui est dans le corps de Peter Petrelli, enfin celui que Peter Petrelli occupe dans son corps plutôt, il est capable de te lancer du feu. Enfin voilà, donc on a différentes capacités, ces mecs-là sont dangereux parce que en tant que personne, elles sont dangereuses. S'ils n'avaient pas eu leur super pouvoir, bah ils auraient été dangereux, mais sans super pouvoir en fait, donc ils auraient été quand même moins dangereux et plus arrêtables par la police sans avoir besoin de l'association des personnes ayant eux-mêmes des super pouvoirs pour les arrêter. Et dans ce film-là, non, enfin c'est machin a tel pouvoir donc il est forcément dangereux, c'est pas parce que machin est une personne qui elle-même est dangereuse et qui en plus a des super pouvoirs ce qui la rend méga dangereuse qu'elle est cancer dangereuse. Donc là c'est là parce que machin, oh mon dieu, ils sont capables de détecter que machin a tel pouvoir, donc par conséquent elle est dangereuse. Enfin, c'est pas cohérent, c'est assez mauvais en fait. Dans l'écriture même, les personnages, aucun attachement. L'univers post-apo, aucun attachement. Ça veut dire que du coup, une fois qu'ils sont dans la majorité, il se passe quoi en fait? Le virus, il arrête? Comment ça fonctionne? Comment c'est possible? Enfin bref, ça pose plein de questions qui ne sont pas du tout cohérentes, pas expliquées clairement. Les méchants sont pathétiques, notamment le méchant principal, et c'est pas cohérent et c'est mal fait dans son système même, dans son principe même. Donc évidemment, du coup, le scénario et tout ce qui est fait autour du principe du film ne fonctionne pas parce que c'est pas cohérent, le principe même n'est pas cohérent, donc tout ce qu'il y a autour ne peut pas être cohérent. On s'arrête là du coup pour les flops et je vous donne rendez-vous pour les films qui n'ont pas réussi à être classés ni en flop ni en top. Vous retrouverez du coup cela en suggestion et vous pouvez retrouver le top également en suggestion.